Chers amis et fidèles abonnés, merci infiniment d'être là chaque jour pour écouter mes histoires. C'est grâce à vous que je peux continuer à partager ces moments de douceur, de mystère et de suspense. Cette nuit, plongeons ensemble dans une aventure captivante avec Danix, détective privé, qui va tenter de résoudre un crime énigmatique dans un manoir monégasque rempli de secrets. Prenez place confortablement, laissez-vous transporter par cette intrigue fascinante et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute et bonne nuit. Dans le fastueux cadre de Monaco, un célèbre collectionneur d'œuvres d'art est retrouvé mort dans son manoir, entouré de trésors antiques. Tous les invités de sa soirée privée ont des alibis impeccables, mais quelque chose cloche. Engagé par la famille du défunt, Danix, un détective privé aux méthodes infaillibles, se lance dans une enquête complexe où rien n'est ce qu'il semble être. Alors qu'il déterre des secrets enfouis et des motivations troubles, il découvre une piste troublante. Le véritable meurtrier pourrait être invisible. Entre mensonges, trahison et mystères surnaturels, Danix devra user de toute son intelligence pour percer les ombres et révéler la vérité. Chapitre 1. Une soirée sous le signe du luxe. Monaco brillait sous la lumière dorée d'une pleine lune qui semblait caresser les eaux scintillantes de la Méditerranée. Les yachts alignés dans le port Hercule reflétaient cette splendeur. Naturelle, tandis que les rues pavées de la ville étaient parcourues par des limousines noires transportant les élites locales vers des événements exclusifs. Ce soir-là, tout convergeait vers un seul endroit, le manoir Villeneuve, niché au sommet d'une colline, offrant une vue imprenable sur la mer. Le manoir appartenait à Victor Villeneuve, un homme dont le nom évoquait richesse, prestige et passion pour l'art antique. Sa collection personnelle valait plusieurs millions d'euros et attirait les regards envieux des amateurs d'art du monde entier. Pour célébrer ses 50 ans, Victor avait décidé d'organiser une soirée intime, rassemblant quelques-uns de ses plus proches amis ainsi que des experts en antiquité. C'était une occasion unique de découvrir des pièces rares, mais aussi de se perdre dans les conversations intellectuelles propres au cercle privilégié. La porte principale du manoir s'ouvrit en grand lorsque les premiers invités arrivèrent. L'intérieur était un mélange d'extravagance et de raffinement. Des statues romaines trônaient fièrement dans les salons, leurs visages sculptés reflétant les bougies disposées stratégiquement autour de la pièce. Les murs étaient couverts de peintures, Renaissance encadrée d'or, et au centre de tout, une immense table dressée pour le dîner attendait ses convives. Les domestiques, vêtus d'uniformes impeccables, circulaient discrètement, proposant des amuse-bouches délicats et des boissons raffinées. Victor, vêtu d'un smoking noir impeccable, accueillit chaleureusement ses hôtes. Parmi eux figurait Isabelle Moreau, une galeriste parisienne connue pour son flair infaillible, Marcus Langley, un historien britannique spécialisé dans les civilisations antiques, Sofia Rossi, une journaliste italienne qui avait fait sensation avec son dernier article sur les trafics d'œuvres d'art, Charles Dupont, le meilleur ami de Victor depuis l'enfance, et bien sûr, Émilie Dubois, une artiste peintre reconnue pour sa capacité à capturer l'âme des objets anciens dans ses toiles. La soirée débuta par un apéritif animé où les invités échangèrent anecdotes et opinions sur les dernières tendances du marché de l'art. Chaque conversation révélait une nouvelle facette de leur personnalité. Isabelle parlait avec enthousiasme de sa dernière exposition à Paris. Marcus dissertait sur les subtilités de la sculpture grecque et Sofia partageait des histoires captivantes sur ses enquêtes journalistiques. Quant à Charles, il restait silencieux, observant attentivement chaque geste, chaque parole, comme s'il cherchait quelque chose de caché derrière ses apparences. Pendant ce temps, Émilie s'éloigna discrètement du groupe principal, préférant explorer les recoins du manoir. Elle était fascinée par les détails architecturaux, les motifs gravés dans le marbre, les ornements dorés qui ornaient les plafonds. Son regard fut attiré par une bibliothèque massive, située dans un coin reculé du salon. Intriguée,
Elle s'approcha pour examiner les ouvrages exposés. Mais alors qu'elle passait doucement ses doigts sur les reliures, une partie de la bibliothèque pivota légèrement, révélant une trappe dissimulée. Émilie hésita un instant avant de pousser la trappe. Derrière celle-ci se trouvait un escalier étroit, descendant vers une salle secrète. Curieuse, elle décida de descendre, malgré une certaine appréhension. La pièce était éclairée par de faibles lampes murales, créant une ambiance mystérieuse. Au centre trônait une vitrine contenant un masque antique, datant de l'époque grecque. Le masque, sculpté dans un matériau inconnu, semblait presque vivant, comme si ses yeux perçaient de l'obscurité pour observer ceux qui oseraient l'approcher. Magnifique, n'est-ce pas? La voix de Victor fit sursauter Émilie. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire satisfait aux lèvres. Ce masque, continua-t-il, représente non seulement l'aboutissement de ma quête artistique, mais aussi une part de moi-même. Certains disent qu'il est maudit, mais je préfère croire qu'il est simplement unique. Émilie acquiesça, hypnotisée par l'objet. Il est incroyable, Victor. Comment avez-vous réussi à mettre la main dessus? Victor rit doucement. Disons que j'ai mes petites sources. Maintenant, remontons avant que nos invités ne se demandent où nous sommes passés. La soirée se poursuivit sans accroc, jusqu'à minuit, lorsque Victor annonça qu'il souhaitait faire une petite démonstration spéciale. Il conduisit ses invités dans la même salle secrète, accessible uniquement via la trappe dissimulée derrière la bibliothèque. Là-bas, ils découvrirent le masque antique, illuminé par des projecteurs qui mettaient en valeur chaque détail de sa surface. Ce masque, expliqua Victor, est bien plus qu'un simple objet d'art. Il symbolise l'essence même de notre fascination pour le passé. Et ce soir, je veux vous montrer pourquoi il est si spécial. Mais, alors qu'il parlait, une ombre passa rapidement devant la fenêtre, interrompant son discours. Personne ne prêta attention à cet instant fugace, pensant qu'il s'agissait simplement d'un effet de lumière ou d'un animal nocturne. Cependant, peu après, alors que les invités regagnaient leurs chambres respectives, un cri strident retentit dans le silence de la nuit. Lorsque les autres descendirent précipitamment pour voir ce qui se passait, ils trouvèrent Victor, allongé, sur le sol, immobile. Une flaque de sang s'étendait lentement autour de lui et le masque antique avait disparu. Aucun signe d'effraction n'était visible et tous les invités avaient des alibis cohérents. Comment cela avait-il pu arriver? C'est à ce moment-là que Danix fut appelé. Chapitre 2. L'arrivée de Danix. Danix était un détective privé atypique. Originaire de Rodez, petite ville de l'Aveyron, il avait bâti sa réputation en résolvant des affaires complexes que d'autres jugeaient impossibles. Avec son regard perçant et son esprit analytique, il avait acquis une notoriété certaine dans le milieu des enquêtes criminelles. Mais ce qui distinguait vraiment Danix, c'était son intuition, une capacité presque surnaturelle à sentir quand quelqu'un mentait ou cachait quelque chose. Quand il reçut l'appel de la famille Villeneuve, il était déjà tard dans la nuit. Néanmoins, il accepta immédiatement l'affaire, sentant que cette enquête serait différente des autres. Quelques heures plus tard, il se tenait devant le manoir Villeneuve, observant attentivement les lieux. Le manoir était impressionnant, même de l'extérieur. Ses colonnes doriques et ses balcons en fer forgé témoignaient de l'opulence de son propriétaire. Mais aujourd'hui, il semblait habité par une aura sinistre. Des policiers allaient et venaient, prenant des photos et collectant des preuves. Danix se fraya un chemin jusqu'à l'intérieur, où il fut accueilli par Charles Dupont, le meilleur ami de Victor. « Monsieur Danix, je suis heureux que vous soyez venu, » dit Charles, visiblement bouleversé. « Nous ne comprenons pas comment cela a pu arriver. Tout le monde ici avait un alibi, et pourtant... » Danix hocha la tête, son expression impassible. « Expliquez-moi exactement ce qui s'est passé. » Charles raconta l'enchaînement des événements, mentionnant le cri entendu peu après minuit et la découverte du corps de Victor. « Le masque antique a également disparu, » ajouta-t-il. « Cela pourrait être une piste importante. » Danix examina la scène du crime avec minutie. La pièce où Victor avait été trouvé était spacieuse,
décoré de tapisseries anciennes et de meubles luxueux. Il nota la position du corps, l'absence de traces de lutte et surtout la fenêtre grande ouverte donnant sur le jardin. « Curieux », murmura-t-il. « Très curieux. » Il passa ensuite en revue les alibis des invités. Chacun avait un témoignage plausible. Isabelle avait été vue discuter avec Marcus dans le salon, Sophia était restée dans sa chambre pour travailler sur un article, Charles affirmait avoir vérifié les sécurités du manoir avant de se retirer, et Émilie avait prétendu passer du temps seule dans sa chambre pour méditer sur son inspiration artistique. Rien ne semblait indiquer un coupable évident. Pourtant, Danix savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Il décida de creuser davantage, convaincu que la clé de l'énigme se trouvait quelque part dans ce manoir. Une première inspection. Danix commença par interroger chaque invité individuellement, espérant découvrir des incohérences dans leur récit. Il commença par Isabelle Moreau, la galeriste parisienne. Elle était élégante, portant une robe noire qui mettait en valeur son charisme naturel. Assise dans un fauteuil confortable, elle répondit calmement aux questions de Danix. « J'étais dans le salon avec Marcus, comme je l'ai déjà dit », expliqua-t-elle. « Nous avons discuté de quelques pièces antiques que Victor envisageait d'acheter. C'était une conversation passionnante, mais je dois avouer que je n'ai pas prêté attention au moment exact où le cri a retenti. » Danix la fixa intensément, cherchant à déceler la moindre trace de nervosité. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pendant la soirée ?» Isabelle secoua la tête. « Non, rien de particulier. Tout semblait normal jusqu'à ce que nous découvrions le corps de Victor. » Satisfait pour le moment, Danix passa à Marcus Langley, l'historien britannique. Marcus était un homme grand et maigre, avec une barbe bien taillée et des lunettes rondes qui lui donnaient un air intellectuel. Il parlait avec un accent anglais parfait, ponctuant chacune de ses phrases de termes techniques liés à l'histoire antique. « Je confirme tout ce qu'a dit Isabelle », déclara Marcus. « Nous étions ensemble dans le salon, absorbés par notre discussion. J'ai entendu le cri, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance au début. Ce n'est qu'en voyant tout le monde descendre précipitamment que j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose de grave. » Danix fronça les sourcils. « Et vous n'avez vu personne entrer ou sortir de la salle secrète ?» Marcus secoua la tête. « Non, absolument personne. » Le détective continua ainsi, posant les mêmes questions à Sophia Rossi et Charles Dupont. Chaque réponse semblait cohérente, chaque alibi solide. Pourtant, Danix sentait que quelque chose clochait. Il y avait trop de perfection dans ces récits, comme si chacun avait répété sa version des faits à l'avance. Une piste inattendue. C'est alors qu'il décida de se concentrer sur Émilie Dubois, l'artiste peintre. Elle était différente des autres invités. Alors que les autres semblaient habitués aux mondanités et aux intrigues politiques, Émilie paraissait plus authentique, plus fragile. Elle avait les mains légèrement tremblantes lorsqu'elle prit place face à Danix. « Vous avez dit que vous étiez dans votre chambre », commença Danix. « Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce que vous faisiez exactement ?» Émilie baissa les yeux. « J'étais en train de dessiner. J'ai besoin de solitude pour trouver mon inspiration. J'ai entendu le cri, mais je pensais que c'était simplement un bruit extérieur. » Danix nota son hésitation. « Avez-vous visité la salle secrète avant la fin de la soirée ?» Émilie releva brusquement la tête, surprise par la question. « Comment savez-vous ?»« Ça ? Oui, je suis descendu là-bas plus tôt. J'étais fasciné par le masque. » Danix sourit intérieurement. C'était la première fissure dans la façade parfaite des alibis. « Est-ce que quelqu'un vous a accompagné ?» Émilie secoua la tête. « Non, j'étais seul. Mais je n'ai rien touché, je vous assure. » Danix la remercia et la laissa partir. Mais il était maintenant certain que cette affaire cachait bien plus qu'il n'y paraissait.
Une investigation plus profonde. Après avoir interrogé tous les invités, Danix décida de fouiller le manoir à la recherche d'indices supplémentaires. Il commença par la bibliothèque massive qui dissimulait l'accès à la salle secrète. En examinant de plus près le mécanisme de la trappe, il remarqua des traces de griffures légères sur le bois, presque imperceptibles. Ces marques semblaient récentes, comme si quelqu'un avait forcé l'entrée. Il descendit ensuite dans la salle secrète, où le corps de Victor avait été découvert. Là encore, il nota des détails intéressants. Un cheveu blond coincé, sous la vitrine qui avait contenu le masque, une empreinte partielle sur le sol, près de la fenêtre ouverte. Chaque indice alimentait son esprit enfiévré, formant peu à peu une image plus claire de ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais ce qui intrigua le plus Danix, c'était l'absence totale de traces d'effraction ou de lutte. Si quelqu'un avait tué Victor et volé le masque, comment avait-il pu entrer et sortir sans laisser de preuves tangibles? Cela semblait impossible, à moins que... Une hypothèse troublante. Danix retourna dans le salon principal, où les invités attendaient patiemment la fin de son enquête. Il demanda à chacun de rester assis, tandis qu'il parcourait lentement la pièce, observant chaque mouvement, chaque expression faciale. Il remarqua que certains invités échangeaient des regards furtifs, comme s'ils partageaient un secret commun. C'est alors qu'une idée folle germa dans son esprit. Et si le véritable meurtrier n'était pas humain? Si une force invisible, peut-être liée au mystérieux masque antique, avait joué un rôle dans cette tragédie? Bien sûr, cette hypothèse nécessitait encore des preuves concrètes, mais Danix était déterminé à aller au bout de son enquête, quoi qu'il arrive. Chapitre 3. Les secrets du masque. Danix se tenait au centre de la salle secrète, les yeux fixés sur la vitrine désormais vide où le masque antique avait trôné quelques heures plus tôt. Chaque détail de cette pièce semblait murmurer des récits anciens, des histoires enfouies dans le temps. Le détective ressentait une étrange tension dans l'air, comme si les murs eux-mêmes gardaient des secrets inavouables. Il passa une main sur la surface froide de la vitrine, cherchant à comprendre ce qui avait pu pousser quelqu'un à commettre un meurtre aussi audacieux sous le toit même de Victor Villeneuve. La question du mobile était cruciale. Pourquoi voler ce masque précisément? Quel pouvoir ou quelle valeur cachée possédait-il? Pendant qu'il réfléchissait, Danix sortit son carnet de notes et y inscrivit méthodiquement chaque élément non pertinent. Il notait également ses impressions, ces petits détails imperceptibles aux autres, mais qui, pour lui, formaient souvent la clé d'une affaire complexe. Ce masque n'était pas simplement une œuvre d'art. Il semblait être bien plus que cela. Mais quoi exactement? Une plongée dans l'histoire. Danix décida de creuser davantage dans le passé du masque. Il savait que Marcus Langley, l'historien britannique, serait probablement la personne la mieux placée pour lui fournir des informations précises. Retournant dans le salon principal, il invita Marcus à s'asseoir à une table isolée, loin des oreilles indiscrètes. « Monsieur Langley, » commença Danix, « pouvez-vous m'en dire plus sur ce masque antique, son origine, sa signification, tout ce que vous jugez important ?» Marcus ajusta ses lunettes rondes et prit une profonde inspiration avant de répondre. Ce masque appartient à une période très particulière de l'histoire grecque. On pense qu'il a été conçu pendant l'époque archaïque, vers le 7e siècle avant JAC. C'est un objet sacré lié au rituel funéraire. Selon la légende, il aurait été utilisé pour protéger l'âme des morts lors de leur passage vers l'au-delà. Danix haussa un sourcil. Protéger l'âme? Comment ça fonctionnait? Marcus esquissa un sourire amusé. Certains croient que le masque agissait comme un filtre entre le monde des vivants et celui des morts. En revêtant ce masque, une personne pouvait communiquer avec les esprits sans risquer d'être possédée par eux. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes. Certaines sources mentionnent que le masque pourrait également servir à piéger une âme, ou pire encore, à libérer une entité malveillante.
Le détective sentit un frisson parcourir son dos. Une entité malveillante, dites-vous? Vous pensez que cela pourrait être lié à la mort de Victor? Marcus secoua la tête. Je ne suis qu'un historien, monsieur Danix. Je ne peux et pas affirmer avec certitude que le masque est responsable de quoi que ce soit. Mais je peux vous dire une chose. Beaucoup de gens ont tenté de posséder cet artefact au fil des siècles, et aucun d'eux n'a eu une fin heureuse. Danix remercia Marcus et retourna dans la salle principale, son esprit tourbillonnant de questions. Si le masque avait vraiment des propriétés surnaturelles, cela changeait complètement la donne. Peut-être que l'un des invités connaissait cette histoire et avait voulu s'emparer du masque pour des raisons personnelles, ou peut-être que quelque chose de plus terrifiant était à l'œuvre. Une conversation inattendue. Alors que Danix réfléchissait, Émilie Dubois s'approcha timidement de lui. Elle semblait hésiter, comme si elle pesait le pour et le contre avant de parler. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant son anxiété. « Monsieur Danix ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence pesant du salon. Le détective se tourna vers elle, intrigué par cette initiative inattendue. « Oui, mademoiselle Dubois, vous avez quelque chose à ajouter ?» Émilie baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts. « Ce n'est pas facile à dire, mais il y a des choses que je n'ai pas mentionnées plus tôt, des choses qui pourraient être importantes. » Danix sentit son intérêt s'éveiller. Il fit signe à Émilie de s'asseoir près de lui, loin des autres invités. « Parlez-moi, mademoiselle, tout ce que vous me direz restera confidentiel, bien sûr. » Elle prit une profonde inspiration, puis commença. Lorsque j'ai découvert la salle secrète plus tôt dans la soirée, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme une présence invisible. J'ai eu l'impression que quelqu'un ou quelque chose me regardait. C'était très troublant. Danix haussa un sourcil, mais ne la coupa pas. Il savait que les impressions subjectives pouvaient souvent contenir des indices cruciaux, même si elles semblaient irrationnelles au premier abord. Et ensuite, demanda-t-il doucement. Émilie releva la tête, ses yeux brillants d'une intensité inhabituelle. Quand j'ai touché le masque, j'ai eu une vision. Ce n'était pas clair, mais j'ai vu des silhouettes vagues, des ombres mouvantes. Elles semblaient menaçantes. Je n'ai pas compris immédiatement ce que cela signifiait, mais maintenant, après ce qui est arrivé à Victor, elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Danix posa une main rassurante sur son épaule. « Continuez, mademoiselle Dubois, chaque détail compte. » Émilie prit une nouvelle inspiration. « Je pense que le masque n'est pas simplement un objet ancien. Il est vivant d'une certaine manière, et je crois que celui qui l'a volé pourrait ne pas être humain. » Cette fois, Danix ne put cacher son incrédulité. Mais plutôt que de rejeter immédiatement les dires d'Émilie, il décida de creuser davantage. Après tout, Marcus avait également fait allusion à des propriétés surnaturelles du masque. Peut-être qu'il existait une part de vérité dans ces légendes. Un nouveau tournant. Après avoir remercié Émilie pour son témoignage, Danix retourna dans la salle secrète. Cette fois, il apporta avec lui un équipement spécial, une lampe UV portable et un détecteur de traces chimiques. S'il devait explorer des phénomènes hors du commun, il fallait qu'il soit prêt. En examinant minutieusement la vitrine où le masque avait été exposé, il découvrit des marques luminescentes sous la lumière UV, des motifs complexes gravés dans le bois qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Ces symboles ressemblaient à des hiéroglyphes antiques, mais ils étaient différents de ceux que Danix avait étudiés auparavant. Ils semblaient vibrer légèrement, comme s'ils étaient encore actifs. Intrigué, il consulta rapidement son carnet de notes, comparant ces symboles aux descriptions fournies par Marcus. Il nota une correspondance partielle avec des glyphes liés aux rituels funéraires grecs, mais aussi des éléments inconnus qui dépassaient sa compréhension. C'est alors qu'il remarqua une autre anomalie. Des particules fines, presque invisibles, flottaient dans l'air autour de la vitrine.
En activant son détecteur chimique, il identifia une substance organique inconnue, probablement reliée au matériau du masque lui-même. Cette découverte renforça son intuition initiale. Quelque chose d'extraordinaire était en jeu ici, une piste vers le passé. Danix décida de poursuivre ses recherches en consultant les archives personnelles de Victor Villeneuve. Dans son bureau, il trouva un coffre-fort dissimulé derrière une toile représentant une scène mythologique grecque. Après quelques minutes passées à forcer la serrure, il y découvrit un carnet de notes manuscrites rempli de références cryptiques concernant le masque. Les pages étaient couvertes de dessins et de descriptions détaillées des propriétés supposées de l'objet. Victor semblait fasciné par son potentiel mystique, notant plusieurs fois qu'il avait perçu des sensations étranges lorsqu'il était proche du masque. Dans une entrée récente, il écrivait « Je commence à croire que ce masque est vivant. Il respire, il observe, il attend. » Ces mots firent froid dans le dos de Danix. Si Victor avait réellement ressenti une connexion particulière avec le masque, cela expliquait peut-être pourquoi il avait choisi de le montrer lors de cette soirée spéciale. Mais cela soulevait également une question cruciale. Qui d'autre dans le manoir connaissait ses secrets? Une confrontation inévitable. Danix rassembla tous les invités dans le salon principal pour une réunion impromptue. Il leur présenta calmement ses découvertes, sans révéler toutes ses conclusions. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je pense que nous avons affaire à une situation plus complexe que prévu. Ce masque n'est pas seulement un artefact historique, il semble posséder des propriétés extraordinaires. » Les regards se tournèrent vers lui, mêlant curiosité et scepticisme. Isabelle Moreau fut la première à réagir. « Vous voulez dire que vous croyez à ces histoires de malédiction? C'est absurde. » Danix sourit froidement. « Absurde ou non, mademoiselle Moreau, les preuves sont là. Maintenant, je dois savoir. L'un d'entre vous connaît-il davantage sur le passé de ce masque ou sur ses effets potentiels ?» Un silence pesant s'installa. Puis, Charles Dupont prit la parole, son visage blême. Victor m'avait parlé de certaines de ses théories, mais je ne les ai jamais prises au sérieux. Je pensais qu'il s'agissait simplement de sa passion pour l'art antique. Danix hocha la tête. C'est compréhensible, mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des apparences, car si quelqu'un ici cache des informations cruciales, cela pourrait coûter une autre vie. Son regard balaya lentement la pièce, cherchant à identifier le moindre signe de nervosité ou de culpabilité. Pourtant, aucun des invités ne semblait prêt à avouer quoi que ce soit. Chapitre 4. Les ombres du passé. La tension dans le salon était palpable. Chaque invité semblait figé, comme si une invisible chaîne les liait à leurs secrets. Danix scrutait chaque visage, cherchant à déceler la moindre faille dans cette façade collective. Il savait qu'un indice crucial se cachait quelque part parmi eux, peut-être même sous forme d'une vérité refoulée. Mais avant de pousser plus loin ses investigations, il décida de se retirer un instant pour organiser ses pensées. Dans son esprit, les pièces du puzzle commençaient lentement à s'assembler, bien que certaines restent encore floues ou manquantes. Une chose était claire, ce masque antique n'était pas seulement un objet précieux, il représentait un danger potentiel, voire une menace surnaturelle. Danix regagna sa chambre temporaire au 2e étage du manoir, une petite pièce sobre mais confortable. Là, il sortit son carnet de notes et relut attentivement toutes les informations recueillies jusqu'à présent. Les mots de Marcus, les impressions d'Émilie, les théories de Victor, tout convergeait vers une possibilité troublante. Le masque pourrait être lié à une entité malveillante, capable de manipuler ou d'influencer ceux qui s'en approchent. Une visite inattendue. Alors que Danix réfléchissait, quelqu'un frappa doucement à sa porte. Intrigué, il alla ouvrir et découvrit Sofia Rossi, la journaliste italienne, sur le seuil. Elle avait l'air nerveuse, jetant des regards furtifs derrière elle comme si elle craignait d'être suivie. « Monsieur Danix », murmura-t-elle, « puis-je vous parler? C'est important ?»
Il l'invita à entrer et lui offrit une chaise. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle Rossi ?» Sophia hésita un moment avant de répondre. « Ce que je vais vous dire risque de sembler fou, mais j'ai enquêté sur ce masque avant de venir ici. J'ai découvert des choses qui pourraient expliquer ce qui est arrivé à Victor. » Danix sentit son intérêt s'éveiller. « Continuez, je vous écoute. » Sophia prit une profonde inspiration. Le masque a une histoire sanglante. Selon plusieurs légendes locales, il aurait été utilisé lors d'un rituel funéraire particulièrement sombre. Certains prétendent qu'il a été conçu pour enfermer une âme damnée, celle d'un homme qui avait trahi sa communauté. Mais d'autres disent que cet acte a libéré une force maléfique, incapable de retourner dans le monde des morts. Depuis lors, quiconque possède le masque court un grand risque. Le détective fronça les sourcils. Un risque quel? Sophia baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue. La folie, ou pire encore, la mort. Toutes les personnes ayant possédé ce masque ont connu une fin tragique. Certaines ont disparu sans laisser de traces, d'autres ont succombé à des maladies inexplicables. Et maintenant, Victor. Danix nota soigneusement ces informations. Bien que sceptique par nature, il ne pouvait ignorer les coïncidences, accumulées autour de cet artefact mystérieux. Si une force invisible était réellement à l'œuvre, cela changeait radicalement l'approche de son enquête. Une nouvelle piste. Après avoir remercié Sophia pour ses révélations, Danix décida de poursuivre ses recherches en explorant davantage le passé de Victor Villeneuve. Il retournait souvent dans son bureau où il avait découvert le coffre-fort contenant le carnet de notes. Cette fois, il mit la main sur un autre document intéressant, une correspondance épistolaire entre Victor et un antiquaire basé en Grèce. Les lettres étaient pleines de termes techniques et de descriptions minutieuses concernant le masque. Dans l'une d'elles, datée de quelques mois avant la soirée fatale, Victor écrivait « Je suis convaincu que ce masque cache un pouvoir inimaginable, mais je crains aussi qu'il soit dangereux. Dois-je vraiment le ramener ici ?» Ces mots confirmèrent les doutes de Danix. Victor savait exactement ce qu'il faisait en acquérant cet artefact, mais il ignorait les conséquences potentielles. Ou peut-être qu'il les connaissait trop bien et avait choisi de les affronter malgré tout, une nuit agitée. Lorsque minuit sonna, le manoir retrouva son calme habituel. Les invités avaient regagné leur chambre, chacun plongé dans ses propres pensées. Mais Danix ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, il décida de surveiller discrètement les lieux, espérant découvrir un indice supplémentaire. Armé d'une lampe torche et de son équipement spécial, il parcourut les couloirs silencieux du manoir. Il vérifia chaque pièce, chaque recoin, à la recherche de traces suspectes. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une légère brume blanche flottait dans l'air près de la bibliothèque, dissimulant l'accès à la salle secrète. Intrigué, Danix s'approcha lentement. Sous la lumière de sa lampe, la brume prenait peu à peu la forme d'une silhouette humaine, indistincte mais reconnaissable. Son cœur battit plus vite. Était-ce une hallucination causée par la fatigue ou quelque chose de bien plus réel? Avant qu'il ait pu réagir, la silhouette se tourna vers lui. Ses yeux, 2 points lumineux dans l'obscurité, fixèrent Danix avec intensité. Puis, sans un mot, elle disparut dans les ombres, laissant derrière elle un silence pesant, une révélation troublante. Le lendemain matin, Danix convoqua tous les invités dans le salon principal pour une nouvelle réunion. Cette fois, il avait rassemblé suffisamment d'éléments pour poser des questions directes. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « je crois que nous devons envisager une hypothèse différente concernant la mort de Victor. Ce meurtre n'a peut-être pas été commis par l'un d'entre vous, mais par une force extérieure, liée au masque. » Un murmure parcourut la pièce.
Isabelle Moreau secoua la tête incrédule. « Vous voulez dire que nous avons affaire à un fantôme? C'est ridicule !» Danix haussa les épaules. « Ridicule ou non, les preuves sont là. Hier soir, j'ai vu une apparition près de la bibliothèque. Elle ressemblait à une personne, mais n'était pas tout à fait humaine. » Charles Dupont intervint, la voix tremblante. « Si c'est vrai, alors nous sommes tous en danger. Ce masque doit être retrouvé avant qu'il cause d'autres dommages. » Danix acquiesça. « Exactement. Maintenant, je dois savoir. L'un d'entre vous a-t-il une idée de l'endroit où il pourrait se trouver ?» Un silence glacial s'installa. Personne ne répondit immédiatement. Mais Danix savait que la vérité finirait par émerger, tôt ou tard. Chapitre 5. Les secrets du manoir. Le silence pesant qui suivit les révélations de Danix semblait avoir figé l'air même du salon. Chaque invité restait immobile, comme si une invisible chaîne les liait à leurs pensées les plus sombres. Le détective scrutait chaque visage, cherchant à déceler la moindre faille dans cette façade collective. Il savait que la vérité se cachait quelque part parmi eux, peut-être même sous forme d'un secret enfoui depuis des années. Mais avant de pousser plus loin ses investigations, Danix décida de retourner dans la salle secrète, là où tout avait commencé. Cette fois, il était armé non seulement de son esprit analytique, mais aussi de nouvelles informations glanées auprès de Sofia Rossi et de ses propres découvertes nocturnes. Une exploration plus profonde. La salle secrète était plongée dans une pénombre douce, éclairée uniquement par les lampes murales qui projetaient des ombres vacillantes sur les murs anciens. Danix activa son équipement spécial, une lampe UV portable et un détecteur de traces chimiques. Sous la lumière violette, les symboles gravés dans le bois de la vitrine resplendirent avec une intensité renouvelée. Ils semblaient vibrer légèrement, comme s'ils étaient encore actifs. Intrigué, Danix prit une photo de ces motifs complexes avant de les comparer aux dessins qu'il avait trouvés dans le carnet de Victor. Certaines correspondances étaient frappantes, mais d'autres différaient légèrement, ce qui lui fit poser une question cruciale. Ces variations avaient-elles été intentionnelles? Et si elles servaient à activer ou désactiver certaines propriétés du masque? Tout en réfléchissant, il inspecta attentivement le sol autour de la vitrine. C'est alors qu'il remarqua une petite fissure dans les dalles de marbre, presque imperceptible. En y regardant de plus près, il découvrit un mécanisme dissimulé sous une dalle mobile. Avec précaution, il souleva celle-ci, révélant une boîte en bois sculpté contenant plusieurs objets antiques, des pierres précieuses, des fragments de poterie et un rouleau de parchemin roulé serré. Danix déroula lentement le parchemin, révélant des inscriptions en grec ancien. Elles semblaient décrire un rituel complexe impliquant le masque et plusieurs autres artefacts. « Fascinant », murmura-t-il pour lui-même. Ce document confirmait les théories avancées par Marcus et Sophia. Le masque n'était pas simplement un objet sacré, mais une clé vers un monde interdit, un rituel interrompu. En relisant attentivement le parchemin, Danix nota une phrase qui attira particulièrement son attention. « Celui qui porte le masque doit accomplir le rituel final, avant le lever du soleil, sinon il sera condamné à errer entre deux mondes. » Cette mention fit froid dans le dos du détective. Si quelqu'un avait tenté de compléter ce rituel sans succès, cela pourrait expliquer pourquoi l'entité malveillante était désormais libre dans le manoir. Il consulta sa montre. Il ne restait que quelques heures avant l'aube. Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui, brisant le silence pesant de la pièce. Danix se retourna vivement, prêt à affronter quoi que ce soit. Mais la pièce était vide. Seuls les échos de ses propres pas résonnaient contre les murs. Cependant, une sensation étrange persistait, comme si une présence invisible l'observait. Il sentit un frisson parcourir son dos. Peut-être que l'entité mentionnée dans les légendes était bien réelle et qu'elle n'appréciait pas d'être dérangée.
Une confrontation inattendue. Alors que Danix rassemblait ses notes et ses outils pour poursuivre ses recherches, une voix familière s'éleva dans l'encadrement de la porte. « Vous semblez bien occupé, monsieur Danix. » Il se retourna pour découvrir Isabelle Moreau, la galeriste parisienne, debout dans l'embrasure. Elle tenait un verre de vin rouge à la main, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Moreau ?» répondit-il calmement. « Je ne vous attendais pas ici. Que puis-je pour vous ?» Isabelle avança dans la pièce, ses talons cliquetants, contre le sol de marbre. « Je pourrais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette salle secrète ?» Danix hésita un instant, puis décida de jouer carte sur table. « J'essaie de comprendre ce qui s'est passé ici. Ce masque, il cache bien plus que ce que nous pensions au départ. » Isabelle haussa un sourcil élégant. « Oh, vraiment ? Et que pensez-vous avoir découvert ?» Le détective la fixa droit dans les yeux. « Que quelqu'un dans ce manoir connaît davantage sur cet artefact qu'il ne veut bien l'avouer. Peut-être même vous, mademoiselle Moreau. » Elle rit doucement, un son cristallin qui résonna dans la pièce. « Vous me surestimez, monsieur Danix. Je suis simplement une galeriste intéressée par les œuvres d'art. Rien de plus. » Pourtant, Danix n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose dans son ton, dans son attitude, qui trahissait une connaissance plus profonde. Mais avant qu'il ait pu insister, elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière elle une traînée de parfums discrets. Une piste vers le futur. Après le départ d'Isabelle, Danix passa en revue toutes les informations qu'il avait collectées jusqu'à présent. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, bien que certaines restent encore floues ou manquantes. Une chose était claire. Le masque représentait un danger potentiel, voire une menace surnaturelle. Mais qui d'autre dans le manoir connaissait ses secrets? Et surtout, quelle serait leur prochaine étape? L'aube pointait déjà à l'horizon lorsque Danix décida de convoquer une nouvelle réunion avec les invités. Cette fois, il était déterminé à obtenir des réponses, coûte que coûte. Chapitre 6. L'aube des révélations. L'aube se levait lentement sur le manoir Villeneuve, baignant ses murs dorés d'une lumière orangée qui semblait presque irréelle. Le silence matinal était troublé seulement par le doux murmure du vent, caressant les branches des arbres centenaires qui entouraient la propriété. Pourtant, à l'intérieur du manoir, une atmosphère tendue planait comme une ombre invisible au-dessus de tous les invités. Danix avait passé une nuit blanche, plongé dans ses réflexions et ses investigations. Les informations accumulées formaient désormais un tableau complexe où chaque détail prenait son importance. Mais il restait encore des zones d'ombre, des secrets enfouis profondément sous les apparences trompeuses de ceux qu'il soupçonnait. Il décida de convoquer une nouvelle réunion avant que le soleil ne soit complètement levé. Cette fois, il voulait aller droit au but, poser des questions directes et forcer chacun à affronter la vérité. Il savait que certains secrets étaient difficiles à cacher, surtout lorsque la pression montait, une confrontation matinale. Tous les invités furent rassemblés dans le grand salon principal, leurs visages marqués par la fatigue et l'inquiétude. Danix prit place au centre de la pièce, son regard perçant balayant chaque personne présente. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il calmement mais fermement, « nous avons atteint un point crucial dans cette enquête. Je pense que chacun ici sait quelque chose qu'il n'a pas encore partagé. Maintenant est le moment de parler. » Isabelle Moreau fut la première à réagir, haussant un sourcil élégant. « Vous semblez bien sûr de vous, monsieur Danix. Et si nous n'avons rien à ajouter ?» Le détective sourit légèrement, un sourire sans chaleur. « Oh, je suis certain que vous avez des choses à dire, mademoiselle Moreau. Par exemple, pourquoi aviez-vous une clé de la bibliothèque dissimulant l'accès à la salle secrète ?» Un murmure parcourut la pièce. Isabelle pâlit légèrement, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. « C'est Victor qui me l'a donnée. Il aimait partager ses découvertes avec moi, étant donné mes connaissances en art antique. »
Danix hocha la tête, mais son expression restait impénétrable. « Peut-être. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt ?» Avant qu'Isabelle puisse répondre, Charles Dupont intervint, sa voix tremblante d'émotion. « Arrêtez de tourner autour du pot, Danix. Nous savons tous que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre ici. Ce masque, ce n'est pas normal. » Les regards se tournèrent vers lui, mêlant surprise et incrédulité. Sophia Rossi prit la parole à son tour. « Charles a raison. J'ai lu des histoires similaires lors de mes recherches. Ce masque pourrait être lié à une entité malveillante, incapable de retourner dans le monde des morts. » Le silence s'installa de nouveau, pesant et oppressant. Chacun semblait digérer ces mots, conscient de leur gravité. Une nouvelle piste émerge. Danix décida de poursuivre son investigation en explorant davantage les archives personnelles de Victor. Il retourna dans son bureau où il découvrit un autre coffre-fort caché derrière une peinture représentant une scène mythologique grecque. Après quelques minutes passées à forcer la serrure, il y trouva un carnet contenant des notes détaillées sur le masque et ses propriétés. Les pages étaient couvertes de dessins et de descriptions minutieuses concernant les rituels associés à l'artefact. Dans une entrée récente, Victor écrivait « Je commence à croire que ce masque est vivant. Il respire, il observe, il attend. Si quelqu'un essaie de le posséder sans accomplir le rituel final, il risque de subir un sort funeste. » Ces mots confirmèrent les théories avancées par Marcus et Sophia, mais ils soulevaient également une question cruciale. Qui avait tenté de compléter ce rituel ? Une ombre dans la nuit. Alors que Danix continuait ses recherches, une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte. C'était Émilie Dubois, l'artiste peintre, qui semblait encore plus nerveuse que lors de leur précédente conversation. « Monsieur Danix, » murmura-t-elle, « j'ai encore quelque chose à vous dire, quelque chose que je n'ai pas osé avouer hier soir. » Le détective l'invita à entrer et lui offrit une chaise. « Parlez-moi, mademoiselle Dubois. Tout ce que vous direz peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé. » Émilie prit une profonde inspiration. « Lorsque j'ai touché le masque pour la première fois, j'ai ressenti une connexion, presque comme s'il essayait de communiquer avec moi. Plus tard, cette nuit-là, j'ai eu une vision très claire. J'ai vu quelqu'un portant le masque, debout près de la fenêtre de la salle secrète. » Danix sentit son cœur battre plus vite. « Pouvez-vous décrire cette personne ?» Émilie secoua la tête. « Non, son visage était caché par le masque. Mais je sais une chose, cette personne n'était pas humaine. Elle flottait légèrement au-dessus du sol, comme si elle défiait les lois de la gravité. » Ces révélations renforcèrent les soupçons de Danix. Si une entité maléfique était réellement à l'œuvre, cela changeait radicalement l'approche de son enquête. Une course contre le temps. Avec l'aube maintenant pleinement levée, Danix savait qu'il devait agir rapidement. Le temps jouait contre eux, surtout si l'entité liée au masque cherchait à consolider sa présence dans le monde des vivants. Il organisa une recherche systématique du manoir, espérant découvrir où le masque avait été caché après son volume. Chaque pièce fut fouillée avec soin, chaque recoin inspecté. Mais malgré leurs efforts, l'artefact demeurait introuvable. Cependant, lorsqu'ils atteignirent la bibliothèque dissimulant l'accès à la salle secrète, quelque chose d'étrange se produisit. Une brume froide enveloppa soudainement la pièce, accompagnée d'un murmure inaudible qui semblait venir de toutes parts. « Reculez !» cria Danix, tirant instinctivement son arme. Mais il n'y avait personne en vue, seulement l'impression persistante d'une présence invisible. Puis, sans prévenir, la vitrine vide où le masque avait été exposé se mit à vibrer doucement. Une lumière rougeoyante émana de son intérieur, projetant des ombres sinistres sur les murs alentours. Une dernière épreuve. Face à cette manifestation surnaturelle, Danix comprit qu'il devait prendre une décision rapide.
Ignorant les protestations des autres invités, il s'avança vers la vitrine, prêt à affronter quoi que ce soit. Soudain, une voix retentit dans la pièce, non pas issue d'une bouche humaine, mais résonnant directement dans leurs esprits. « Qui ose me déranger ? Celui qui porte le masque doit accomplir le rituel final avant le lever du soleil, sinon il sera condamné à errer entre deux mondes. » Danix ferma brièvement les yeux, rassemblant toute sa concentration. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Oh, calmement !» La réponse fut glaciale. « Je suis celui qui a été trahi, celui qui a été enfermé, et maintenant, je cherche ma liberté. » Le détective savait qu'il n'avait plus le choix. S'il voulait sauver les habitants du manoir et mettre fin à cette menace, il devait trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 7. Le rituel final. La voix résonnait encore dans la pièce, comme un écho lointain mais menaçant. Chaque mot semblait vibrer dans l'air, glaçant les cœurs des invités rassemblés autour de Danix. L'entité maléfique avait parlé clairement. Elle cherchait sa liberté, et aucun obstacle ne l'arrêterait, pas même la mort. Danix sentit une pression immense peser sur ses épaules. Il devait agir rapidement avant que cette présence invisible ne prenne totalement possession du manoir et de ses habitants. Mais comment accomplir ce rituel final mentionné dans les légendes? Et surtout, qui était prêt à porter le masque sacré? Une décision difficile. Le détective se tourna vers les invités, son regard passant de l'un à l'autre. « Nous n'avons plus le choix », déclara-t-il calmement mais fermement. « Si nous voulons mettre fin à cette menace, quelqu'un doit accomplir le rituel décrit dans le parchemin que j'ai trouvé. » Un murmure d'inquiétude parcourut la pièce. Personne ne semblait disposé à prendre ce risque colossal. Porter le masque signifiait non seulement affronter l'entité maléfique, mais aussi courir le danger de devenir prisonnier entre deux mondes. « C'est folie pure !» s'exclama Isabelle Moreau, secouant vigoureusement la tête. « Vous ne pouvez pas sérieusement envisager cela. » Charles Dupont intervint, sa voix tremblante mais déterminée. « Peut-être qu'il existe une autre solution, quelque chose que nous avons manqué jusqu'à présent. » Danix hocha lentement la tête. « Je suis ouvert à toute suggestion, mais rappelez-vous, le temps joue contre nous. À chaque minute qui passe, cette entité gagne en puissance. » Une piste inattendue. Pendant que les autres discutaient de fébrilement, Sophia Rossi s'éloigna discrètement vers un coin de la bibliothèque. Elle avait remarqué quelque chose lors de leur précédente exploration, un livre ancien dissimulé derrière une rangée de volumes poussiéreux. Intriguée, elle l'extirpa avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, des pages jaunies étaient couvertes de symboles complexes et d'inscriptions en grec ancien. Plusieurs passages correspondaient aux descriptions du parchemin découvert par Danix, mais il y avait également une section différente, intitulée « Méthode d'exorcisme antique ». Sophia lut rapidement ces lignes, son cœur battant de plus en plus vite. Ce texte semblait offrir une alternative au rituel final, un moyen de piéger l'entité maléfique sans avoir besoin de porter le masque. « Monsieur Danix !» appela-t-elle, attirant l'attention de tous. Elle tendit le livre au détective, pointant du doigt le passage crucial. « Regardez ceci. Il existe peut-être un exorcisme capable de renvoyer cette créature dans le monde des morts, mais cela nécessite des objets spécifiques, des artefacts antiques similaires à ceux que Victor collectionnait. » Danix examina attentivement le texte, notant les ingrédients requis, une pierre sacrée, une statuette représentant une divinité protectrice et une fiole contenant de l'eau bénite tirée d'une source antique. « Où allons-nous trouver tout cela ?» demanda Charles, visiblement sceptique. « Une quête urgente. » Danix décida de diviser les invités en groupes pour maximiser leurs chances de réussite. Marcus et Émilie, vous explorerez les salles du manoir à la recherche des objets mentionnés dans le livre. Sophia et moi irons vérifier les archives de Victor pour voir s'il possédait déjà certains de ces artefacts. Quant à vous, Charles et Isabelle, examinez les environs extérieurs.
Il est possible que Victor ait caché certains trésors dans le jardin ou dans des lieux secrets proches du manoir. Chacun accepta sa mission avec un mélange de résignation et de courage. Ils savaient que leur survie dépendait de leur coopération. Une découverte cruciale. Marcus et Emily explorèrent méthodiquement chaque recoin du manoir, guidés par les indices trouvés dans le carnet de Victor. Après plusieurs heures de recherches intensives, ils découvrirent une petite cache dans une cheminée du salon principal. À l'intérieur se trouvait une statuette en bronze représentant Athéna, déesse de la sagesse, ainsi qu'une pierre rougeoyante semblable à celle décrite dans le livre. Pendant ce temps, Danix et Sophia plongeaient dans les archives de Victor, espérant trouver des informations supplémentaires sur les artefacts nécessaires. Dans un coffret discret, ils découvrirent une fiole contenant de l'eau bénite, accompagnée d'une note explicative écrite de la main de Victor. Cette eau provient d'une source sacrée près de Delphes. Conservez-la précieusement. Enfin, Charles et Isabelle revinrent du jardin porteurs d'une bonne nouvelle. Ils avaient trouvé une boîte en bois sculptée contenant une pierre sacrée identifiée dans le livre. Tous les objets nécessaires étaient désormais réunis. La préparation du rituel. Dans la salle secrète, Danix organisa minutieusement chaque étape du rituel. Les objets furent placés selon les instructions du livre, formant un cercle magique autour de la vitrine vide. Les invités se tinrent prudemment à l'écart, conscients du danger imminent. Lorsque tout fut prêt, Danix prononça les mots anciens inscrits dans le texte sacré. Un silence profond s'installa, interrompu seulement par un grondement sourd qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Puis, soudain, une lumière aveuglante émana de la vitrine, projetant des ombres gigantesques sur les murs. L'entité maléfique apparut enfin sous sa forme complète, une silhouette flottante, enveloppée de brume noire, ses yeux brillants d'une lueur rougeoyante. « Qui ose me défier ?» tonna la voix glaciale. Danix resta imperturbable. « Celui qui met fin à ta domination, retourne dans le monde des morts où tu appartiens. » Les mots semblèrent frapper l'entité comme un coup physique. Elle hurla de rage, tentant désespérément de briser le cercle magique. Mais les objets sacrés tenaient bon, renforçant la protection autour de la salle. Au prix d'un effort colossal, Danix acheva le rituel final, scellant l'entité dans une dimension inaccessible. La lumière s'éteignit progressivement, laissant derrière elle un silence paisible. Chapitre 8. L'aube d'un nouveau jour. La lumière du matin filtrait doucement à travers les fenêtres de la salle secrète, baignant la pièce d'une atmosphère apaisante après les événements tumultueux de la nuit. Le silence qui régnait désormais était presque palpable, comme si le manoir lui-même respirait enfin librement, libéré du fardeau de l'entité maléfique qui l'avait hanté. Danix se tenait au centre du cercle magique, ses mains tremblantes, légèrement mais sa posture toujours droite. Il avait réussi, non sans difficulté, à sceller l'entité dans une dimension inaccessible, mettant fin à la menace qui planait sur tous les habitants du manoir. Mais cette victoire ne venait pas sans un prix. La fatigue pesait sur ses épaules, et il sentait déjà le poids des questions qui viendraient inévitablement. Les invités restèrent immobiles pendant plusieurs minutes, incapables de croire ce qui venait de se produire. Chacun semblait plongé dans ses propres pensées, essayant de comprendre comment ils avaient pu survivre à une telle expérience. Les conséquences du rituel. « C'est terminé », murmura Danix, brisant le silence. « L'entité est renvoyée là où elle appartient, mais notre travail n'est pas complètement fini. Nous devons nous assurer que personne ne puisse jamais utiliser ce masque à nouveau. » Ces paroles firent écho dans la pièce, ramenant chacun à la réalité présente. Marcus Langley fut le premier à réagir, son expression sérieuse. « Vous avez raison, monsieur Danix.
Ce masque représente un danger trop grand pour être conservé. Il doit être détruit ou caché quelque part où personne ne pourra jamais le trouver. Émilie Dubois acquiesça lentement, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Peut-être qu'il existe un endroit sûr, un lieu sacré, loin des regards humains. Une grotte ancienne, peut-être. Charles Dupont ajouta, visiblement affecté, « Victor aurait voulu que nous fassions ce qui est juste. Il aimait ses trésors, mais il aurait compris que certains objets sont mieux hors de portée. » Danix hocha la tête, reconnaissant leur coopération. « Très bien. Sophia, vous et moi allons transporter le masque dans un lieu sûr dès aujourd'hui. Pendant ce temps, Marcus et Émilie prépareront les documents nécessaires pour garantir que personne ne puisse jamais retrouver cet artefact. Charles et Isabelle s'occuperont des derniers arrangements ici au manoir. » Tous acceptèrent leur rôle sans hésitation, conscients de l'importance de leur mission commune. Un voyage vers l'inconnu. Le groupe se sépara rapidement, chacun se concentrant sur sa tâche spécifique. Danix et Sophia entreprirent le voyage vers une destination secrète indiquée dans les archives de Victor, une grotte antique nichée au cœur des montagnes proches de Monaco. Le trajet fut long et éprouvant, ponctué par des paysages magnifiques, mais également par une tension sous-jacente. Lorsqu'ils atteignirent enfin la grotte, ils découvrirent un sanctuaire naturel recouvert de symboles gravés dans la pierre. Ces marques correspondaient exactement aux inscriptions trouvées sur le parchemin et dans le livre ancien découvert par Sophia. C'était clairement un lieu sacré, protégé par des forces invisibles. Danix déposa le masque au centre de la grotte, suivant scrupuleusement les instructions écrites dans les textes anciens. Avec une dernière prière silencieuse, il activa un mécanisme secret qui scella définitivement l'accès à la grotte, rendant impossible toute tentative future de récupérer l'artefact. Une révélation inattendue. De retour au manoir, Danix rassembla tous les invités pour une dernière réunion. Dans la bibliothèque, il leur révéla une information qui bouleversa leur certitude. Ce masque n'était pas le seul artefact dangereux dans la collection de Victor. Plusieurs autres pièces possèdent des propriétés similaires, bien que moins puissantes. Nous devons décider ensemble de leur sort. Un murmure parcourut la pièce, mêlant incrédulité et appréhension. Après une longue discussion, ils convinrent de confier ces artefacts à des institutions spécialisées capables de les étudier sans risquer de libérer d'autres entités malveillantes. Une nouvelle aube. Le lendemain matin, le manoir Villeneuve retrouva un calme inhabituel. Les invités commencèrent à partir, emportant avec eux les souvenirs d'une nuit qui avait changé leur vie à jamais. Danix resta quelques heures de plus, prenant le temps de réfléchir à ce qu'il venait de vivre. Assis, près de la fenêtre, il observait la Méditerranée scintiller sous le soleil levant. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement en paix. Cette affaire avait été complexe, remplie de mystères et de dangers inattendus, mais elle lui avait aussi rappelé pourquoi il avait choisi cette voie, pour découvrir la vérité, même lorsque celle-ci semblait impossible à saisir. Avant de quitter le manoir, il échangea des adieux sincères avec chaque invité. Puis avec un dernier regard vers la mer, il prit la route, prêt à affronter de nouvelles énigmes et de nouveaux défis. Des années plus tard, le manoir Villeneuve serait transformé en musée consacré à l'art antique, honorant ainsi la passion de Victor pour les trésors du passé. Mais personne ne parlerait jamais des événements de cette fameuse nuit, excepté dans des chuchotements discrets parmi ceux qui avaient vécu cette aventure incroyable. Quant au masque sacré, il demeura enfoui dans sa grotte secrète, attendant patiemment le jour où quelqu'un oserait à nouveau le déranger. Mais cela, c'était une autre histoire.
Chers amis, nous voilà arrivés à la fin de cette aventure captivante avec Danix, notre détective privé aux méthodes hors du commun. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde de mystères et d'émotions, où chaque révélation était plus surprenante que la précédente. Si vous avez apprécié ce voyage immersif, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime ou un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à continuer à créer des histoires encore plus passionnantes pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'ici et bonne nuit. Peut-être rêverez-vous de masques antiques et de secrets enfouis. À très vite.